Coup d'État raté. Ce n'est pas fini, voici le nouveau mode opératoire. Un homme arrive tranquillement à la CRTV. Dans ses mains, un document portant l'apparence d'un décret présidentiel. Quelques minutes plus tard, il affirme être le nouveau vice-président de la République du Cameroun. Oui, vous avez bien entendu. Dans un pays où chaque nomination au sommet de l'État est scrutée comme une finale de Coupe du Monde, voilà qu'un citoyen se présente avec un décret déjà signé, déjà tamponné, déjà prêt à être diffusé à la télévision nationale. La scène paraît sortie d'un film. Pourtant, derrière ce qui ressemble à une histoire invraisemblable, certains observateurs estiment qu'il pourrait exister une réalité beaucoup plus complexe. Simple délire individuel, tentative maladroite de manipulation, ou symptôme d'une bataille de succession qui se joue désormais dans l'ombre des palais, des cabinets et des réseaux d'influence? Mais ce n'est pas tout, car au fil des révélations, un autre nom va apparaître dans cette affaire. Un nom qui circule depuis plusieurs mois dans les discussions sur l'après-Biya. Et c'est précisément là que l'histoire devient explosive. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui ressemble à une simple anecdote pourrait en réalité révéler les tensions les plus profondes du système politique camerounais. Partie 1. Contexte et faits. Tout commence avec un document. Un document qui, selon plusieurs sources médiatiques, portait toutes les apparences d'un décret présidentiel officiel. Numéro de référence. Cachet. Présentation administrative. Signature attribuée au chef de l'État. Tout semblait avoir été soigneusement préparé. Mais ce n'est pas tout. Le document annonçait une nomination particulièrement sensible, celle d'un vice-président de la République. Une fonction devenue stratégique depuis la révision constitutionnelle d'avril 2026. Et c'est précisément ce détail qui attire immédiatement l'attention. Car au Cameroun, la question de la vice-présidence n'est pas un simple sujet administratif. C'est un sujet politique majeur. C'est même devenu, selon plusieurs analystes, l'un des centres de gravité du débat sur l'avenir du pouvoir. Lorsque Johan Sitchom se présente à la CRTV avec ce document, l'affaire prend immédiatement une dimension nationale. La télévision publique refuse toutefois de diffuser l'information. Des vérifications sont engagées. Les services compétents sont consultés. Et rapidement, le document est présenté comme un faux. L'intéressé est interpellé. L'affaire pourrait alors s'arrêter là. Un individu aurait fabriqué un faux décret. Les autorités auraient détecté la fraude. Fin de l'histoire. Mais justement, beaucoup estiment que l'histoire ne s'arrête pas là. Car certaines questions demeurent. Comment un simple citoyen aurait-il pu produire un document aussi élaboré? Comment expliquer la qualité apparente du faux? Pourquoi avoir choisi précisément la fonction de vice-président? Pourquoi la CRTV? Pourquoi ce moment précis? Mais ce n'est pas tout. Selon des informations relayées par plusieurs sources, Johan Sitchom aurait expliqué son acte par une révélation divine. Il aurait affirmé avoir reçu en songe l'annonce de sa future nomination. Une version qui a immédiatement alimenté les commentaires sur les réseaux sociaux. Les uns parlent d'illumination mystique. Les autres évoquent une affaire psychologique. D'autres encore y voient une explication beaucoup trop simple pour une affaire aussi sensible. Et c'est précisément cette zone grise qui nourrit aujourd'hui les spéculations. Car lorsqu'une affaire touche à la succession potentielle du chef de l'État, les interrogations se multiplient toujours plus vite que les réponses. Mais attendez, le plus intéressant n'est peut-être pas le faux décret. Le plus intéressant pourrait être ce qu'il aurait servi à cacher. Partie 2, le conflit. Pour comprendre pourquoi cette affaire suscite autant de réactions, il faut regarder le contexte politique actuel. Depuis plusieurs mois, les discussions autour de la succession présidentielle occupent une place importante dans les débats politiques. Le président Paul Biya demeure la figure centrale des institutions. Mais dans les cercles politiques, les observateurs analysent également les scénarios de continuité du pouvoir. Et dans ce contexte, la création ou la réactivation du poste de vice-président a profondément modifié les calculs. Mais ce n'est pas tout. Car lorsqu'un nouveau poste stratégique apparaît, une question surgit immédiatement. Qui va l'occuper? Et là, les spéculations commencent. Plusieurs noms circulent régulièrement. Certains sont issus du gouvernement. D'autres de la présidence. D'autres encore des réseaux influents gravitant autour du pouvoir. Chaque camp observe. Chaque camp calcule. Chaque camp avance ses pions. Un peu comme dans une partie d'échecs où personne ne veut révéler sa stratégie avant le moment décisif. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines analyses relayées dans le débat public, l'affaire Johan Sitchom ne serait que la partie visible d'une lutte beaucoup plus vaste. Une lutte d'influence. Une bataille de positionnement. Une compétition silencieuse entre différentes sensibilités du système. Bien entendu,
Aucune preuve publique ne permet d'affirmer l'existence d'un complot organisé. Mais les interprétations se multiplient. Et parmi elles, certaines évoquent l'existence de rivalités internes extrêmement fortes. Des rivalités qui auraient pour enjeu l'accès au centre de décision futur. Dans cette lecture, chaque rumeur devient une arme. Chaque fuite devient un message. Chaque information devient un signal envoyé à un adversaire. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au Cameroun, la politique fonctionne parfois comme un match de football joué sous la pluie. Personne ne voit parfaitement le ballon. Tout le monde croit savoir où il va. Et pourtant, à la fin, personne n'est certain de ce qui s'est réellement passé. Dans cette ambiance, la moindre affaire prend des proportions considérables. Et lorsqu'un faux décret évoque la vice-présidence, les interprétations deviennent inévitables. D'autant plus que certains noms continuent de revenir dans les discussions. Et parmi eux figure celui d'Oswald Babok. Un haut responsable souvent présenté par certains observateurs comme l'une des personnalités montantes du système. Mais alors, pourquoi son nom apparaît-il dans certaines versions de l'affaire? C'est là que commencent les révélations les plus intrigantes. Partie 3. Révélation et décryptage. À ce stade de l'affaire, une question commence à tourner dans toutes les têtes comme un ventilateur de bureau en pleine coupure d'électricité. Sommes-nous réellement face à l'acte isolé d'un homme convaincu par une révélation divine, ou assistons-nous à un épisode beaucoup plus complexe d'une guerre silencieuse qui se déroule dans les coulisses du pouvoir? Parce que, chers téléspectateurs, c'est précisément ici que les choses deviennent intéressantes. Très intéressantes même. Et comme souvent dans les grandes affaires politiques camerounaises, plus on avance, moins les réponses semblent simples. Mais ce n'est pas tout. Au départ, l'histoire paraît presque comique. Un homme affirme que Dieu lui aurait annoncé sa nomination prochaine comme vice-président de la République. La version est tellement extraordinaire que beaucoup de Camerounais ont d'abord cru à une plaisanterie. Sur les réseaux sociaux, les blagues ont commencé à circuler. Certains demandaient déjà dans quelle église se trouvait ce fameux bureau de recrutement céleste. D'autres plaisantaient en disant que les concours administratifs étaient désormais remplacés par les songes. D'autres encore affirmaient avec humour que même les anges devaient probablement suivre l'actualité politique camerounaise. Mais derrière les rires, une autre question surgissait. Comment un homme présenté comme un simple particulier aurait-il réussi à produire un document ayant une apparence aussi officielle? Voilà la question qui dérange. Voilà la question qui alimente les débats. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'un événement paraît trop simple, beaucoup commencent immédiatement à chercher ce qui se cache derrière. Et c'est précisément ce qui s'est produit ici. Mais ce n'est pas tout. Très rapidement, une autre thèse a commencé à circuler dans certains milieux politiques, médiatiques et sur les réseaux sociaux. Attention! Nous sommes ici dans le domaine des analyses, des spéculations et des hypothèses relayées par différents observateurs. Aucune preuve publique n'est venue confirmer ces affirmations à ce jour. Mais elles existent. Et elles alimentent largement les discussions. Selon cette lecture alternative, l'affaire Johan Sitchom ne serait pas forcément l'histoire principale. Elle pourrait n'être qu'un chapitre secondaire. Un écran de fumée. Une diversion. Une opération destinée à détourner l'attention d'un autre sujet beaucoup plus sensible. Et là, un nom commence à revenir avec insistance. Celui d'Oswald Babok. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs commentateurs, le véritable document qui aurait été destiné à la CRTV aurait porté un autre contenu. Encore une fois, il s'agit d'allégations qui n'ont pas été officiellement confirmées. Mais selon cette hypothèse, le nom figurant sur le document initial n'aurait pas été celui de Johan Sitchom. Il aurait été celui d'Oswald Babok. Un homme dont le nom circule régulièrement dans les discussions relatives aux équilibres de pouvoir au sommet de l'État. Et c'est précisément ce détail qui change complètement la lecture de l'affaire. Parce que si cette hypothèse était fondée, alors nous ne serions plus face à une simple histoire d'illuminés politiques. Nous serions face à une bataille d'influence. Une bataille de positionnement. Une bataille de succession. Et au Cameroun, lorsqu'on parle de succession, les oreilles se dressent immédiatement. Mais ce n'est pas tout, car il faut comprendre le contexte. Depuis plusieurs années, les spéculations sur l'après-Biya occupent une place centrale dans les conversations politiques. Officiellement, les institutions continuent de fonctionner normalement. Officiellement, le président demeure au centre du système. Mais dans les cercles politiques, administratifs et diplomatiques, les observateurs analysent constamment les scénarios possibles pour l'avenir. Qui montera? Qui descendra? Qui sera renforcé? Qui sera marginalisé? Qui dispose encore d'influence? Qui perd du terrain? Qui prépare discrètement son avenir? Ces questions alimentent les discussions depuis longtemps. Et l'apparition du poste de vice-président a encore accentué ces interrogations.
Parce qu'un poste stratégique crée automatiquement des ambitions stratégiques. C'est la nature même de la politique. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire, certains analystes estiment que le plus intéressant n'est pas ce qui a été montré au public. Le plus intéressant serait ce qui n'a pas été montré. Parce qu'en politique, l'information visible est souvent la partie émergée de l'iceberg. Le véritable combat se déroule parfois sous la surface. Là où les caméras ne filment pas. Là où les communiqués ne vont pas. Là où les acteurs avancent leurs pions sans bruit. Et c'est précisément cette idée qui nourrit aujourd'hui de nombreuses interprétations. Selon certains observateurs, l'affaire pourrait illustrer les rivalités entre différentes sensibilités présentes autour du pouvoir. Encore une fois, aucune preuve officielle ne permet de confirmer cette lecture. Mais elle continue de circuler. Et lorsqu'une hypothèse continue de circuler malgré les démentis et les incertitudes, cela révèle généralement une chose, l'existence d'un climat de méfiance. Mais ce n'est pas tout. La véritable révélation de cette affaire n'est peut-être même pas liée au contenu du document. Elle concerne la psychologie collective. Oui, la psychologie collective. Parce qu'il faut se poser une question fondamentale. Pourquoi autant de personnes ont-elles immédiatement cru qu'il existait une histoire cachée derrière cette affaire? Pourquoi une partie de l'opinion refuse-t-elle d'accepter une explication simple? Pourquoi tant de citoyens pensent-ils automatiquement qu'il existe une seconde version des faits? La réponse est peut-être simple. Au fil des années, les Camerounais ont développé un véritable réflexe d'analyse politique. Un réflexe presque instinctif. Lorsqu'une porte s'ouvre, on regarde derrière. Lorsqu'une information apparaît, on cherche ce qui l'a provoqué. Lorsqu'un événement survient, on se demande immédiatement à qui il profite. Et lorsqu'une affaire semble étrange, on suppose souvent qu'elle cache quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire révèle également la puissance des réseaux informels. Au Cameroun, les informations officielles ne sont jamais les seules à circuler. Il existe toujours une deuxième couche. Parfois une troisième. Parfois une quatrième. Les discussions de quartier. Les conversations dans les administrations. Les échanges dans les bars. Les groupes WhatsApp. Les réseaux d'anciens camarades. Les réseaux religieux. Les réseaux professionnels. Les réseaux familiaux. Tout cela forme une gigantesque toile où circulent en permanence des informations, des analyses, des rumeurs et des contre-rumeurs. Et parfois, cette machine fonctionne plus vite que les institutions elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Prenons un instant pour observer la réaction des réseaux sociaux. En quelques heures seulement, chacun était devenu enquêteur. Certains analysaient la signature. D'autres étudiaient le cachet. D'autres comparaient les polices d'écriture. D'autres encore examinaient les dates. On aurait dit une promotion entière d'experts en criminalistique numérique. Même les graphologues improvisés étaient de sortie. Les spécialistes autoproclamés du protocole présidentiel également. Le Cameroun tout entier semblait s'être transformé en laboratoire d'investigation. Et cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, la bataille politique ne se déroule plus uniquement dans les bureaux. Elle se déroule aussi dans l'espace numérique. L'opinion publique est devenue un acteur central. Les perceptions comptent. Les récits comptent. Les narratifs comptent. Parfois même davantage que les faits eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Car au fond, cette affaire pose une question beaucoup plus grande que celle d'un simple faux décret. Elle pose la question de la confiance. Confiance dans les institutions. Confiance dans les informations. Confiance dans les procédures. Confiance dans les mécanismes de pouvoir. Lorsque cette confiance est forte, les événements sont facilement compris. Lorsque cette confiance est fragile, chaque événement devient un mystère. Chaque document devient une énigme. Chaque silence devient suspect. Chaque contradiction devient une affaire d'État. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Au final, qu'il s'agisse d'un acte individuel, d'une manipulation ou d'une simple confusion amplifiée par les réseaux sociaux, une chose apparaît clairement. Cette affaire agit comme un miroir. Un miroir qui reflète les tensions, les incertitudes et les interrogations qui traversent actuellement la vie politique camerounaise. Et pendant que les versions continuent de s'affronter, pendant que les hypothèses continuent de circuler, pendant que les observateurs continuent de débattre, une certitude demeure. L'histoire du décret de Johan Sitchom est peut-être terminée sur le plan judiciaire ou administratif. Mais sur le plan politique, médiatique et symbolique, le feuilleton est loin d'avoir livré son dernier épisode. Et comme on dit souvent au quartier, quand la fumée continue de sortir de la cuisine, beaucoup pensent qu'il reste encore quelque chose dans la marmite. La vraie question est donc la suivante. Que contient réellement cette marmite politique que tout le monde regarde aujourd'hui sans parvenir à voir ce qui mijote à l'intérieur ?